Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart pour un nouveau numéro de Maghreb Express. Aujourd'hui, nous allons aborder le Maghreb à travers sa photographie. On va en parler à travers le biais d'un ouvrage qui vient de paraître, un ouvrage collectif qui recense un petit peu justement l'histoire de la photographie au Maghreb. Il est dirigé par Abdelrani Fanen, que nous accueillons. Bonjour Abdelrani. Bonjour, vous êtes poète, essayiste marocain, vous enseignez à l'université de Marrakech et c'est vous qui avez coordonné cet ouvrage à la fois hybride, c'est à mi-chemin entre l'essai et pas un catalogue, mais presque de toute la diversité, de tous ces regards qui peuvent raconter le Maghreb d'hier à aujourd'hui. À vos côtés, Bruno Boudjelal. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes photographe, français, algérien, franco-algérien. Vous êtes membre de l'agence Vue et votre dernier ouvrage, c'est Algérie clos comme on ferme un livre qui a reçu le prix Nadar, qui est un prix remarquable dans le monde de la photographie et qui a été édité par Le Bec en l'air. Et c'est la chronique de 10 ans de voyage, 10 ans d'aller-retour en Algérie. Votre pays qui vous a révélé à la photographie, on pourrait dire. C'est une histoire à la fois très personnelle et un livre aussi sur les origines. Alors, peut-être on va commencer d'abord par la photographie au Maghreb dans son ensemble. Alors déjà, comment est né ce livre, Abdelrani? C'est déjà compliqué de faire un livre de photos en France. Alors j'aimerais savoir comment au Maghreb vous avez fait pour monter ce livre qui parle de ces différents regards au Maghreb. Je voudrais d'abord apporter une précision qui me semble très importante pour éviter des critiques qui pourraient être justes et qui pourraient compromettre cet ouvrage, à savoir qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage d'histoire. Il s'agit plutôt d'un ouvrage thématique avec un souci chronologique ou je dirais plutôt générationnel. Aujourd'hui, je considère qu'il est très difficile de faire un livre d'histoire complet sur la photographie au Maghreb, parce que ça fait quand même bientôt 2 siècles de photographie au Maghreb, donc ça paraît même étonnant. Le but de l'ouvrage, c'était de combler cette grosse lacune. Je travaille discrètement sur la photographie depuis au moins 9 ans. La naissance de cet ouvrage a été d'abord dictée par cette nécessité de combler cette lacune, à savoir qu'il n'existe pas jusqu'à aujourd'hui d'ouvrage qui parle de la photographie au Maghreb sous sa forme vernaculaire et artistique. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait de la manière la plus classique. Je voulais d'abord faire un numéro spécial avec une revue. Ça n'a pas marché, donc j'ai décidé de faire un ouvrage collectif sans avoir déjà un éditeur pour le livre. Donc j'ai contacté des personnes qui écrivent sur la photographie, Christian Kojol, Fatima Mazmouj, Rachida Triki, Mohamed Rachdi et d'autres. Ils ont donné Mireille Kalgruber aussi, qui a écrit un très beau texte sur une photo de classe de l'écrivain Nassia Djbar. Ils ont donné leur accord. Et c'est comme ça que l'idée de l'ouvrage collectif est née. Donc après, j'ai conçu un texte d'appel à contribution que j'ai mis sur Internet. J'ai commencé à recevoir des propositions. J'ai fait moi-même le choix donc, des propositions en fonction de la pertinence. Mais il y avait quand même deux soucis. Le premier souci, c'était d'aborder la photographie au Maghreb depuis la photographie ancienne jusqu'à la jeune photographie contemporaine d'aujourd'hui et d'illustrer la photographie au Maghreb sous différents aspects, c'est-à-dire photographie sociale, photographie documentaire, photographie politique, photographie plasticienne, photographie dans d'autres pratiques artistiques telles que le cinéma, la peinture, etc. Et l'idée aussi, c'était d'inciter les Maghrébins à revendiquer la photographie ancienne comme étant partie de leur patrimoine. Donc de dépasser cette blessure de la stigmatisation, de la colonisation qui a marqué en grande partie cette photographie exotique, stigmatisante, raciste, raciale, etc. et de se l'approprier comme étant
partie de leur patrimoine et de l'interroger autrement. Je pense notamment à la photographie de Gaëtan de Clérambault, de celle de Gabriel Vert, celle des ruinistes qui ont fait la photographie dans des pays comme la Tunisie, à Tlemcen notamment, et à d'autres. D'accord. Alors, avant de revenir sur la photographie ancienne et sur cette blessure coloniale, je voudrais d'abord qu'on s'attaque à la photographie aujourd'hui, à la jeune photographie contemporaine dans les différents pays du Maghreb. On a le sentiment, avec la profusion d'expositions individuelles, collectives, d'ateliers, qu'il y a une visibilité, en tous les cas, accentuée des photographes du Maghreb, ce qui laisse à penser qu'il y a un véritable engouement. Et donc, je voulais voir l'un l'autre. Bruno, qu'est-ce que vous direz? Est-ce qu'il y a un engouement de la photographie aujourd'hui au Maghreb? Vous qui avez suivi des jeunes photographes algériens et monté avec eux un atelier, puis une exposition, comme on a pu le voir à la Biennale de la photographie du monde arabe l'année dernière, en septembre, à Paris. Écoutez, moi je pense que ça reste très compliqué, hein, la photographie, tout du moins pour tous ces photographes, mais moi je pense que ça ne parle pas seulement du Maghreb, hein. Moi je pense de faire de la photographie sur le continent africain, du nord au sud, et d'en vivre, et d'avoir des choses, des débouchés des choses, à part l'Afrique du Sud. Bon, après c'est un peu radical, mais après il y a des situations, effectivement, le Maroc, s'il y a peut-être, il va y avoir le Nigeria, tout ça, mais vraiment le lieu où il y a un marché, où il y a des galeries, où il y a des musées, où la photographie peut être prise en compte sur différentes voies, c'est l'Afrique du Sud. Sinon, le reste, ça veut dire que, je vois, pour parler peut-être de ce que je connais un tout petit peu mieux en Algérie, de tous ces jeunes photographes algériens, et par exemple ceux qu'on a pu exposer là, ce sont tous des autodidactes. C'est très connecté, donc ils sont très au fait de ce qu'est la photographie contemporaine. Ils sont connectés, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est le net, mais personne ne vit de sa photographie. Il y en a un ou deux qui commencent un petit peu maintenant à avoir des petites choses, tout ça. Fethi Sahawi, qui est un des jeunes photographes, qui lui commence à avoir des prix, des bourses, des choses comme ça. Mais sinon, ils sont tous obligés, ils ne vivent pas de leur photographie. Et ça, c'est ce qui peut se passer, par exemple, en Algérie. Mais même pour être reconnu ou présenter sa photographie à l'étranger, c'est très compliqué. Alors qu'on sait très bien que moi, j'ai pu faire aussi, de par ailleurs, pas forcément dans le Maghreb, des ateliers sur le continent africain, et ça jusqu'en Afrique du Sud. Si vous voulez faire de la photographie, et vous êtes africain, que ce soit du nord au sud, si vous n'êtes pas connecté à l'étranger, si vous n'êtes pas connecté à l'Europe, les États-Unis, le Japon, tout ça, ça reste très, très, très compliqué. Et après, dans le pays lui-même, en Algérie, effectivement, hein, il y a le MAMA, le Musée d'art moderne d'Alger, qui, tous les 2 ans, chaque année, avait un festival de photographie, où il pouvait y avoir des choses intéressantes, mais on était beaucoup sur une photographie qui était très illustrative. Le patrimoine, les beaux paysages, ce qui est aussi très intéressant. Mais par exemple, toute cette nouvelle génération de photographes qui sont à travers tout le Maghreb, pas forcément propres à l'Algérie, ils sont sur d'autres choses. On est un peu sur les histoires, c'est des choses qui sont du jeu. Ce qui est intéressant, ce qui s'est passé en Algérie, c'est que tous ces jeunes photographes documentent des choses dans une périphérie qui est très autour d'eux. C'est des choses qui les touchent, mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces choses mises ensemble, pour moi, par exemple, parle de l'Algérie contemporaine et ce qui se passe aussi au Maroc, en Tunisie, et toute maintenant cette nouvelle, même qui a pu exister depuis longtemps, hein, mais qui commence à émerger, les gens commencent à... C'est très récent, quoi, parce que sinon, je veux dire, la photographie, quand on a montré cette expo au Musée d'art moderne en mai de l'année dernière, d'abord à Alger, c'est la première fois, et plein de gens, et beaucoup de gens sont venus au musée, et les gens se sont dit, mais... ces photographies, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas l'habitude de voir ça. Et après, ce qui était intéressant, c'est dans un deuxième temps, la réaction des gens, de dire, mais finalement, aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça nous parle, ça nous renvoie à des choses de notre vie, de notre quotidien. Mais les réactions étaient partagées. Plein de gens, disons, moi je vais en Algérie, les gens me disent, mais
ta photographie, c'est quoi? C'est rien. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut l'expliquer cela par le fait que la photographie reste encore dans les sociétés arabo-musulmanes? Il y a un rapport complexe à l'image. Vous le racontez très bien, Bruno, puisque vous avez développé une technique très singulière qui est vraiment la vôtre et qui est parce que vous êtes arrivé en Algérie, en plus aux pires heures de la décennie noire, et vous avez photographié avec un appareil amateur, un petit appareil qui passe pour passer inaperçu, parce que autrement, dans l'espace public notamment, on vous saute dessus, les autorités vous réclamant des autorisations, mais surtout la population elle-même qui vous dit mais pourquoi vous me photographiez, etc. Comment vous expliquez un petit peu ce rapport complexe à l'image au Maghreb et en particulier dans le monde arabe? Ces résistances peuvent s'expliquer. On pourrait même penser à une forme d'atavisme, comme si la culture maghrébine était anti-photo ou résisterait par nature par essence et par nature à la photographie, ce qui n'est pas le cas. Il y a des explications qu'on peut avancer qui sont politiques, anthropologiques, sociologiques. Mais il y a de nouvelles donnes qui font que les choses ont changé. Par exemple, le dépassement de la culture du secret, notamment grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, où on peut montrer pas mal de choses qu'on ne peut pas montrer par les médias classiques. Il y a aussi le souci de la mémoire, parce que de plus en plus, les Maghrébins veulent se rapproprier leur mémoire. Et en 2012, il y avait au moins 2 expos sur la guerre en Algérie, de photographie. Et il y a un autre facteur qui me semble très important, qui est l'accès à la technique, qui était compromettant pour les générations d'avant. L'ouverture des galeries à la photographie, en tout cas au Maroc, de plus en plus les photographies. Avant, c'était la peinture, et notamment la peinture abstraite. Pendant au moins 3 décennies, là, il y a de plus en plus de galeries qui s'ouvrent à la photographie. Il y a aussi les biennales, la présence des photographes maghrébins, que ce soit dans des foires de la photographie. Je ne vais citer que le Paris Photo, mais aussi les 2 biennales de la photographie du monde arabe contemporain. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font penser qu'aujourd'hui, il y a un déclic, il y a un début de quelque chose, avec les difficultés que ça représente, à savoir que beaucoup de photographes ne vivent pas de leurs photos. Je voudrais juste ajouter une chose par rapport à la résistance religieuse. J'ai apporté une nuance parce que très souvent, on reproche à la religion d'être derrière cette résistance qui fait que la photographie... C'est pas que ça, il faut juste nuancer. La superstition autour de la photographie a existé dans presque toutes les cultures du monde. C'est-à-dire, on a reproché à la photographie d'avoir quelque chose de démonique parce qu'il reproduit le réel tel qu'il est. Donc, il y a le double avec ce côté fantomal qui fait peur, etc. Ça, on le trouve partout dans toutes les sociétés Moi, je pense que le Maghrébin, le Marocain, l'Algérien, le Tunisien, qui lève la main face à un photographe étranger, et surtout dans les premières années de la colonisation, ou même après, qui lève la main face à un photographe étranger, il sait inconsciemment qu'il est une face d'une civilisation qui techniquement le dépasse. Et en quelque sorte, il fait en quelque sorte un déni de cette supériorité, ou un rejet de cette supériorité. Il a du mal à l'assumer. C'est pourquoi j'insiste sur comment les photographes maghrébins se réapproprient la photographie et la technique. Il y a un chapitre qui est consacré à la photographie au service de la Révolution, comme en Tunisie. Et quel rôle peut jouer la photographie au Maghreb dans la documentation des mutations contemporaines qui les touchent, que ce soit les rapports de domination au sein de la société, mais aussi entre hommes ou femmes, ce tiraillement entre modernité, tradition, ordre moral, religieux. Moi, je pense que ça reste compliqué. Ce qui reste compliqué, ça ne veut pas dire... Ce qui est très intéressant, c'est que de par eux-mêmes, il y a des hommes, des femmes qui font plein de choses. Le problème, c'est la circulation des choses. C'est-à-dire que par exemple, toute cette génération de jeunes photographes algériens,
C'est-à-dire que ce qui s'est passé, par exemple, en Algérie, pendant ce qu'on appelle la décennie noire, c'est en grosso modo, ça a été beaucoup de photographes étrangers et des photographes algériens qui étaient accrédités par les agences de presse et des choses comme ça, plus des gens comme moi, ce qu'on appelle des gens de la diaspora. Il s'avère qu'il y a un très grand photographe algérien que personne ne connaît, qui s'appelle Omar Day, qui s'appelle Omar Daoud, qui est à ma connaissance, mais peut-être c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a d'autres, qui est le seul à avoir documenté l'Algérie, la décennie noire, en habitant en Algérie. Parce que moi, la grande différence, c'est que je faisais des allers-retours, ce qui est une grande différence. Et lui, Omar, habitait à Annaba d'une manière permanente. Et il a fait 2 très grands travaux. Il a fait un très grand travail qui s'appelle Les gens des Aurès, pour répondre au travail de Marc Garanger. Vous savez, Marc Garanger qui a fait son travail avec l'armée française pour photographier les gens, pour les photos, pour les papiers. On allait dans les villages et on obligeait les femmes à se décoiffer. Lui est retourné 40 ans après dans les mêmes villages et a fait les photos des femmes avec leur coiffe. Et il a fait un autre très grand travail sur la disparition en Algérie. Vous savez, pendant la décennie noire, il y a entre 10 et 20 000 personnes qui sont disparues. Et il a fait un très gros travail sur ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on est en Algérie, j'en parle à ces jeunes qui sont, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ne le savent pas, qui sont en lignée directe d'Omar, personne ne connaît. Personne ne connaît. Donc, je veux dire, ce qui veut pas dire qu'il y a pu avoir à un moment quelqu'un, et peut-être il y en a d'autres qu'on ne connaît même pas, mais le problème, c'est la circulation et la transmission, et la visibilité, il n'y a pas. Vous êtes un peu un photographe de l'entre-deux et on le voit très bien dans cet ouvrage, c'est que la question de l'identité est centrale pour de nombreux photographes. Question de l'identité d'une rive à l'autre de la Méditerranée, mais parfois dans le pays même. Vous, c'est l'Algérie qui vous a révélé à la photographie. C'était un voyage en 1993. Vous décidez d'aller en Algérie. C'est la terreur islamiste qui est au pouvoir. Vous êtes âgé d'une trentaine d'années. Votre père vous déconseille, vous interdit même un petit peu d'y aller. Et vous y allez pour renouer les liens avec la famille, au plus mauvais des moments. Comment la photographie vous a amené à partir en Algérie ou comment l'Algérie vous a amené à devenir photographe? Non, c'est plutôt au hasard. C'est quand moi, je pars, je décide en 93 d'aller rechercher la famille en Algérie avec l'opposition de mon père. Et je connaissais juste le nom du village parce que j'avais eu le livret de famille dans les mains où était né mon père, en me disant peut-être s'il a été enregistré là à l'état civil, il subsiste une mairie. Sinon, je n'avais aucun renseignement car mon père est venu et a refusé de me rencontrer pour me donner d'autres renseignements. Au dernier moment, 2 jours avant de partir, un ami me dit « Écoute, tu vas en Algérie, tu devrais faire de la photo ». Je lui dis « Mais moi, je ne connais rien en photo ». Il me dit « Non, mais je pense que c'est intéressant de prendre… » Et il m'a prêté son appareil. À tel point, je ne connaissais rien en photographie. Qu'est-ce que c'était comme appareil? Il m'a prêté une sorte, mais là c'était un gros. Il m'a prêté un gros, un Nikon, un F quelque chose. Qui était un gros, moi je ne connaissais rien. Il m'a expliqué. Et à tel point, je ne connaissais rien. Il me dit « Tu veux de la couleur, du noir et blanc ?» Et à hasard total, par le plus grand des hasards, 1 mois auparavant, moi j'allais voir aucune expo photo. Parce que la photo ne m'intéresse pas. Ne m'intéressait pas, je ne sais pas si elle m'intéresse, mais à voir. Et c'était une expo avec un couple d'amis d'un grand photographe brésilien qui s'appelle Salgado. Et en pensant à ça, quand il m'a demandé les films, je me dis, bon, la grande photo, ça doit être en noir et blanc. Et je suis parti avec 10 rouleaux en noir et blanc. Je suis débarqué un soir de mai 93 à Alger, évidemment, et avec un couple d'une amie, chez sa sœur finalement m'hébergeait dans la banlieue d'Alger, mais qui évidemment était la pire banlieue d'Alger, mais tout ça je ne connaissais pas. Et le soir, arrivé chez eux, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là ?» Et comme c'était trop compliqué pour moi et trop douloureux de dire que j'étais dans cette histoire, de retrouver la famille, tout ça, j'ai menti, j'ai dit bah, « Je suis photographe ». Il me dit « T'es photographe toi ?» Il me dit « Mais on ne peut pas photographier ici. » Alors donc comme je peux assez bien mentir, j'ai dit « Non, mais il n'y a pas de problème, moi je sais et tout ». Et voilà, et donc j'ai fait ce voyage où j'ai retrouvé la famille qui a été très très compliqué. Et je suis revenu, ce qui a été très compliqué, par exemple, c'est une anecdote, mais dès le premier jour, le lendemain matin, pris à mon propre piège, on m'a dit, ses amis m'ont dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, je dis, je vais travailler. Je suis allé dans Alger Centre, et je suis allé dans Alger Centre le matin dans la Casbah. Évidemment, personne n'allait dans la Casbah, et avec l'appareil photo en bandoulière. Et je me suis fait attaquer, mais pas pour me voler l'appareil, parce que j'avais l'appareil photo en bandoulière. Et vous savez, à l'époque, on m'a volé le viseur. Parce que le viseur, moi, je ne savais pas, pouvait s'enlever. Donc, le soir, en rentrant, j'ai appelé mes amis. Mon ami, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, ton appareil, la photo, c'est fini, parce qu'il n'y a plus de viseur. Il me dit, mais non, tu vas voir, tu peux faire des photos sans viser. Et donc, j'ai commencé à faire. J'ai fait donc ce premier voyage où je suis retourné en France. Et pour moi, l'Algérie, c'était fini et la photo n'avait même pas commencé. Sauf qu'évidemment, après, je suis rentré en photo. Mais après, c'est posé la question, parce que moi, je ne pensais plus jamais retourner en Algérie,
Sauf qu'un an après, se pose la question, est-ce que je retourne en Algérie, voir la famille, j'y vais. Mais après, c'est posé la question, est-ce que je retourne photographier? Et à hasard total, encore 2-3 jours avant de partir pour ce deuxième voyage en Algérie, je suis chez un ami, et sa femme et sa petite fille rentrent du McDonald's, où on lui avait donné un appareil photo en plastique. Et tout d'un coup, j'ai une idée, je dis à mon ami, est-ce que tu crois que ta fille me prêterait son appareil photo? Il me dit, bah demande-lui. Donc je lui demande, elle me dit, écoute, je te le prête, mais tu me le ramènes et tu me montreras les images. Et je pars avec cet appareil photo en plastique. Et je fais le deuxième voyage comme ça, et c'est plutôt là que vraiment la photographie se met en place. Mais on peut dire, donc, la forme de ma photographie, qui parle beaucoup du flou, du décadré, tout ça, elle parle surtout... Je pense elle est porteuse, elle part même de mes échecs. C'est-à-dire que moi, elle a beaucoup de sens. C'est-à-dire que, parce qu'avant tout, moi j'appartiens à une agence où il y a des photographes qui vont choisir de travailler avec des appareils comme ça parce qu'ils veulent une forme spécifique. Moi, c'est pas du tout ça. C'est qu'avant, quand vous avez en Algérie, vous circuliez tous les 40 km, il y avait ce qu'on appelle les barrages, vous étiez fouillés, et jamais quand ils voyaient ça, ils me disaient allez, 20 ans, jamais ils pouvaient imaginer que vous faisiez de la photo. Et donc du coup, elle parle aussi de cet échec, c'est-à-dire que moi, j'ai pas trouvé... à cette époque-là, un autre moyen de photographier l'Algérie. L'autre voyage, c'est que votre père, qui avait juré de ne plus jamais mettre les pieds là-bas, vous avez réussi à le convaincre de retourner là-bas, et c'était au moment des grands massacres, 97. en 97, donc à nouveau au plus mauvais des moments. Vous réussissez à ramener votre père avec vous, et ça fait quoi, une cinquantaine d'années? Non, ça fait... Lui, il était parti depuis 45 ans. Depuis 45 ans. Il était parti en 52. Et quand je le ramène en 97, on fera 2 voyages, un en juillet et en novembre. C'était une rupture totale, parce qu'il avait francisé son prénom. Tout était, c'est-à-dire que comme il a été l'objet d'une réintégration, au moment de la réintégration, il a pris un prénom français. D'ailleurs, quand moi, après ça c'est une anecdotique, hein, mais quand moi j'ai fait sortir, ce travail a commencé à sortir, tous les amis de mon père sont venus le voir, on lui dit, mais toi t'es pas italien. Parce qu'il se faisait appeler Claudio. Il dit, toi t'es pas italien. Là on vient de lire que... Bon, ça, c'est une autre histoire. Non, mais voilà. Et donc, oui, ces 2 voyages avec lui ont été dans un... Après, surtout celui de novembre 97, c'est ce qu'on appelle la période des grands massacres. Alors là, c'est plus que... Mais après, c'est intéressant, c'est qu'est-ce qui nous pousse, pourquoi à ce moment-là, quoi. Mais j'ai pas vraiment de réponse. Je connais juste un proverbe qui est intéressant, qui dit les terres hostiles rendent la danse féconde. J'aimerais juste ajouter que par rapport à l'histoire ce qui pourrait être l'histoire de la photographie au Maghreb, il y a une dette que nous n'avons jamais reconnue à la photographie au Maghreb, à savoir, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé en Algérie, c'est une photo de Hussein Zourar, la Madone de Bent Talha, qui a permis au monde entier de voir, enfin j'exagère peut-être, de voir ce qui se passait en Algérie. C'est la photographie qui a fait ça. Et par rapport à la question qui a été posée à Bruno, un des traits qui pourrait définir la photographie au Maghreb, c'est que c'est une photographie du retour. Il y a beaucoup de photographes qui retournent au Maghreb à un moment donné. Marc Garanger a été cité, qui est revenu 40 ans après, mais il y a Bruno Bogelel qui est revenu, il y a Malik Njmi qui est revenu, il y a Nadia Benchellal, il y a Joseph Marando au Maroc. Il y a un des traits qui pourrait définir cette photographie, c'est une photographie du retour sur les lieux, etc. Et c'est aussi en grande partie une photographie de la mémoire. J'ai oublié aussi le retour de Florence Chevalier qui a vécu au Maroc, à Casablanca, jusqu'à l'âge de 15 ans. Je peux citer aussi Carole Benita qui est revenue, qui a vécu à Casablanca jusqu'à l'âge de 13 ou 15 ans. Mais c'est une grande partie, la photographie au Maghreb est une photographie de la mémoire. Et c'est une photographie de l'entre-deux, de la traversée, de l'identité ou de l'entre-deux en gros. Et ces thèmes reviennent souvent dans la photographie. Alors je vous propose de regarder ensemble, avant de clore l'émission, 10 clichés, 10 photos que je vous laisse choisir. Chacun en prend 5. Bruno, je vous laisse en choisir au moins 2 qui racontent votre travail, et peut-être 3 photographes algériens qui vous parlent en ce moment. Bah écoutez, moi je vais vous prendre, qui est un peu anecdotique, qui est celle du 11 septembre, qui est un paysage, une photo à travers un pare-brise, le jour du 11 septembre 2001, où tout le monde,
l'agence et des journaux, sachant que j'étais en Algérie à ce moment-là, m'ont tous appelé en me disant mais voilà, qu'est-ce qui se passe à Alger? Bon, moi, je leur ai dit, écoutez, les rues sont vides, hein, tout le monde est devant sa télé en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis, quoi, ni plus ni moins. Ça, c'est la première. Et la deuxième, que je trouve intéressante, je vais prendre une de la série de Frantz Fanon, qui est plus récente, peut-être la petite fille derrière le rideau, qui est la petite fille de Dounia, qui est la petite fille de mon ami Hakim. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on parlait tout à l'heure de ce lien à la mémoire, à la transmission, c'est que, par exemple, moi, dans ma famille, personne ne connaît Frantz Fanon. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu vas... C'est qui ce gars-là? Qu'est-ce que tu vas photographier? Nous, on ne connaît pas, mais pourquoi tu es avec ces vieilles histoires? Donc ça, je trouve, ça a beaucoup de sens. Ça dépasse le cadre de la photographie. Et sinon, pour prendre 3 jeunes photographes, ce qui est très intéressant, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, cette photo des gens comme nous qui est dans cette photographie du retour, tout ça. Maintenant, il y a toute cette photo de cette génération de jeunes photographes qui, eux, pour l'occurrence, pour parler de l'Algérie, sont en Algérie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils parlent de l'Algérie contemporaine. On est sur une autre histoire. Et ils parlent de ce qu'ils vivent. Parce qu'avant tout, l'enjeu, par exemple, quand on a fait l'expo sur les photographes algériens, mais ça, ce n'est pas propre à l'Algérie, je pense qu'il y a quand même un grand enjeu, c'est que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le continent soient aussi racontés, photographiés, documentés par des gens qui y habitent aussi. Et ce qui peut paraître une évidence, mais ce qui n'est pas si évident que ça. Et comme photo, je vais prendre la photo d'Abdo Chanan, qui est la photo des 2 jumeaux. Abdo qui a une histoire particulière, qui lui est métis, c'est-à-dire que sa mère est algérienne, son père est soudanais. Et Abdo a vécu très longtemps en dehors de l'Algérie, je pense qu'il a vécu plus de 15 ans en Libye, et il est retourné en 2009 en Algérie, et lui il le racontait très bien, c'est qu'il s'est trouvé en prison. Et il m'a dit ça a été tellement dur, cette histoire de passer de la Libye à de nouveau l'Algérie, et c'est là qu'il a commencé à rentrer en photographie en faisant un travail très particulier, très personnel qui s'appelle Exil, et qui interroge cette histoire du métissage, de l'exil, de la différence, de l'ailleurs. Intéressant parce qu'on a souvent le rapport de médecins en lien avec le Nord, le Sud, mais au sein même du Sud, il y a des gens qui vivent ces histoires de métissage, de l'ailleurs, du non-ailleurs. Et puis une autre photographe, Lola Khalfa, qui est une très jeune photographe qui habite dans la région d'Annaba et qui, elle, a fait un travail à Alger sur les demandeurs d'emploi, mais vraiment très marginaux, qui vivent ensemble dans des quartiers très difficiles où c'est impossible d'aller. D'ailleurs, moi, ça m'a interrogé beaucoup la question, c'est comment avant tout, avant de faire sa photographie, elle a pu se construire l'espace pour pouvoir photographier, pour pouvoir être avec les gens. Et déjà, alors là, ça, je suis admiratif de ça. Et il y a cette photo il y en a plusieurs, mais il y en a d'un de ces hommes-là qui fait une danse de l'oiseau. Alors moi, j'y vois une. Quand elle était dans l'expo, je faisais visiter l'expo, moi j'y voyais quelque chose. À la fin, il y en a une que j'aime beaucoup, donc celle où il danse. Et je me dis, on a l'impression qu'il s'envole. Est-ce qu'il s'envole d'Algérie? La question reste entière. Et puis le dernier, qui est un photographe qui est moins un photographe documentaire comme par exemple peut l'être Lola, qui s'appelle Atef Beledjem, qui lui est de la région d'Annaba, et qui lui, son rêve était de faire un tour du monde. Et de se dire, moi voilà, je suis un jeune Algérien, comment je fais le tour du monde? Et finalement, il a fait 64 fois le trajet en train d'Annaba à Alger, parce que ça correspond exactement à la circonférence de la Terre. Et donc, il a fait une installation de 64 images qui ont été faites pendant ces 64 voyages, avec aussi des billets de train, et en disant, voilà, ça c'est le tour du monde que j'ai pu faire. En Algérie. En Algérie. Et qui parle évidemment de cette idée de la circulation, l'enfermement, qui est récurrent, hein, qui sont des choses récurrentes si on voyait l'expo. Il y a beaucoup cette question de cette circulation, de non-circulation, de l'enfermement, du non-enfermement. D'un immobilisme en mouvement. Exactement. Exactement. Vous, Abdelrani, qu'est-ce que vous choisissez? Alors, je dois d'abord signaler que à cause de la contrainte du temps, on ne peut pas en parler de plus de photographes. Donc, j'ai choisi Qadr Attia parce que ça fait quand même des années qu'il travaille sur la question de la mémoire et de l'identité, avec un travail accompagné par une réflexion.
et qui met la photographie, soit sous forme de photographie, soit sous forme d'installation qui intègre la photographie. Et je trouve que, en plus, que c'est un travail ce travail sur la décolonisation, sur la mémoire, ne se limite pas à l'Algérie, au Maghreb, à la diaspora. Il va dans d'autres régions du monde, par exemple l'Afrique, sinon plus. Et ce qui est encore intéressant, c'est qu'à travers ces installations qui sont... Donc Qadratia opte pour une approche hybride qui est le propre aussi de l'identité de façon générale, et en l'occurrence quand on parle du Maghreb. J'ai oublié de signaler le travail, là, la photo est extraite d'une série qui s'appelle La Dette, qui travaille sur les archives de la guerre. J'ai opté pour une photo de Amil Ndoulsi, notamment la Madone de Tunis, parce que c'est une photo qui a été prise à l'occasion de ce qui a été appelé le printemps arabe en Tunisie, et parce que cette photo, tout en étant une photo documentaire, il y a aussi un souci esthétique il y a aussi un souci esthétique évident. J'ai pris la photo de Mounir Fatmi face au silence, qui a fait un travail qui est une installation à la base, qui a fait un travail sur ce refoulé ou ce non-dit ou ce secret sur la mort de Mahdi Ben Barka. Et donc pour dire juste que cette photographie au Maghreb, il prend des risques, il interroge des questions brûlantes et politiques, qui sont donc il y a pas mal de photographes qui ont des démarches audacieuses et qui abordent des thèmes audacieux. Toujours dans le même registre, j'ai pris Hicham Nouhoud, notamment la salle de classe, qui a fait ce travail de 1993 jusqu'à 2002. Et qui est pour moi une critique sociale et politique du Maroc à travers ce qui se passait dans sa petite salle de classe, à travers des mises en scène, etc. Et je prends à la fin la photo de la couverture qui est de Yasmina Bouziane, qui pour moi traduit ce que je voulais en grande partie dire dans cet ouvrage, parce que dans cette photo de Yasmina Bouziane, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est à la fois habillé de façon moderne et habillé de façon traditionnelle. Elle est dans un cadre orientaliste, orientalisé. En même temps, il y a la technique occidentale. Elle est voilée, elle est dévoilée, et le photographe, il nous regarde. Et je trouve que c'est très intelligemment pensé, parce que je pense qu'il voulait nous montrer, en déjouant les paradigmes identitaires, et en mettant en scène cette hybridité, c'est de déjouer l'emprise sur l'identité de l'autre, parce que très souvent c'était ça le regard du pouvoir, c'était que ce soit le regard du colonisateur ou le regard des régimes politiques qui ont hérité, ou de la société quand ils s'identifient à la doxa, c'est-à-dire au discours dominant, c'est caser l'autre, et notamment le sujet. Et j'aimerais ajouter quelque chose de plus. La problématique de la photographie au Maghreb, mais je pourrais élargir un petit peu, est une problématique du regard. Parce que nous sommes une société qui a été éduquée en grande partie, les femmes, les enfants par rapport aux adultes, le colonisé par rapport aux colons, à ne pas regarder. Parce que regarder, lever les yeux, c'était une insolence, ce qui est normal, parce que quand on regarde, on vole un secret à l'autre. Je dis aujourd'hui que le regard est politique, il est à la fois émancipateur et libérateur. Et c'est ça c'est mon dernier message. Ce sera une belle conclusion. Merci à tous les deux. Merci Bruno Boudjelal. Je rappelle votre ouvrage Algérie clos comme on ferme un livre aux éditions Le Bec en l'air. Et merci Abdelrani Fanan. Vous aussi, je rappelle votre dernier recueil de poésie qui est paru aux éditions L'Harmattan, poème en sol majeur. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à tous et à 5e étage.